Il était une fois un État tellement puissant, tellement fort économiquement, qu'il n'a pas vu sa propre décadence. Un État qui régnait de façon quasiment monopolistique sur le monde entier, concentrait les plus grandes richesses, les plus grandes villes, la meilleure technologie, la meilleure armée. Rien ne semblait lui résister. Une intégration parfaitement réussie, la première fois dans l'histoire que la classe moyenne était née. Et puis pourtant, l'oligophrénie de ces élites a poussé à une déchéance totale. Une déchéance d'abord par des vagues de migrants qui ont tenté leur chance dans un État qui en était déjà plus un, puisqu'il avait lui-même détruit sa classe moyenne à force de la surtaxer, avait dégoûté absolument tout le monde de faire du commerce, et avait sous-traité la moitié de ses technologies bien au-delà de ses frontières. Cet État-là a vu ses élites évidemment partir, tuer ses élites par jalousie de ses élites politiques, et a fini par succomber. Toute allusion, évidemment, avec l'Europe d'aujourd'hui ne serait que purement fortuite, puisque je vous parle de l'Empire romain d'Occident. Alors, l'Europe d'aujourd'hui pose un certain nombre de problèmes, un problème technologique. J'aurais beaucoup aimé, d'ailleurs, comme vous le voyez sur la première diapositive, non. Je vais vous le montrer sur... Non, pas sur l'écran. Peut-être vous dites bonjour, parce que même quand c'est éteint, on nous écoute. Voilà. Donc ça, c'est l'Europe d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si j'avais voulu vous faire un beau diaporama, j'aurais dû utiliser un software qui n'est pas de chez nous, un ordinateur qui n'est pas de chez nous, des programmes qui ne sont pas de chez nous, et être gentiment espionné par des gens auxquels on dit bonjour. Voilà. Et pourtant, c'est le fruit de la pensée occidentale depuis la Renaissance, le siècle des Lumières, la photographie, le cryptage, tout ça, le multimédia, le Minitel. C'est quand même pas des inventions d'outre-Pacifique ou d'outre-Atlantique. Bon. Le gros problème, c'est que nos propres élites n'ont pas vu ça, et qu'aujourd'hui, on est aux mains des vandales. Non, madame, non, monsieur, c'est pas ceux qui cassent votre porte d'entrée, c'est pas ceux qui flambent votre voiture, c'est pas ceux qui taguent votre immeuble. Les vandales, petite revanche mesquine que l'Europe a pris sur eux, en leur donnant cette attribution qu'on leur connaît aujourd'hui, étaient un peuple extrêmement érudit, mercenaire de Rome, qui en a simplement être marre d'être sous-traitant, puisqu'il assurait les frontières de Rome, il était parfaitement romanisé, parfaitement christianisé, et qu'au vu de la façon dont l'empereur avait de les payer, a décidé simplement de migrer. Donc, ce fut une promenade de plaisir pour eux que de défaire légion après légion toutes les troupes romaines qui étaient stationnées en Gaule, en Ibérie, et de prendre possession de l'Afrique. Alors, les Vandales d'hier, qu'ont-ils fait quand ils étaient en Afrique? Ils ont simplement remis en état l'ordre et la technologie romaine. Donc, pensez qu'à la même époque, Besançon venait de perdre 90% de sa population, on y mourait à 20 ans, à l'époque où normalement on devait mourir à 50 ans. Eh bien, en Afrique du Nord, c'était de nouveau le cas, on mourait à 50 ans, on avait accès à des latrines, de l'eau publique, des thermes, et à la naissance d'un énorme courant philosophique qui est celui de Saint-Augustin, donc un de nos propres pères. Il n'est pas né en Europe, il était d'ailleurs à l'encontre des grandes théories philosophiques chrétiennes de l'époque, et c'est ce noyau-là, intellectuel, qui va rayonner sur l'ensemble de la Méditerranée. Ce rayonnement intellectuel va être doublé d'une technologie qui était celle de la céramique de luxe, qui est une invention italienne, que l'Italie ne savait plus produire depuis 200 ans. Et donc, les ateliers africains vont inonder le marché méditerranéen de cette même céramique qui avait été inventée, et c'est la cour impériale qui va en profiter la première, puisque les plus belles céramiques de la cour impériale seront les céramiques produites dans l'Afrique vandale. Et puis, bon, il y a eu les Huns. Alors les Huns, c'est assez intéressant, puisque combien d'officiers, combien de généraux a-t-on formé dans nos écoles? Attila, c'était pas du tout un sauvage, c'était le fils d'un très noble Hun, et selon la coutume, il a été pris dans sa famille comme otage à 6 ans. Simplement qu'un otage à l'époque, de sang bleu, passait toute sa jeunesse à être éduqué par les meilleurs rhéteurs, à être formé par les meilleurs grammairiens, les meilleurs mathématiciens,
et surtout à comprendre parfaitement l'art militaire, puisqu'il faisait partie de la cour impériale, en l'occurrence celle de Byzance, et donc il a appris parfaitement quelles étaient les stratégies et les manœuvres et les forces à disposition des deux empires occidentaux et orientaux. Et donc ce ne fut qu'un jeu, finalement, pour lui, que d'envahir toute l'Europe et de la piller. Pas par plaisir, mais disons, c'était une mode de sa propre tribu, qu'il a eu d'ailleurs beaucoup de peine à fédérer autour de lui, et qui lui coûtera la vie, parce qu'il a toujours vécu dans la hantise d'être empoisonné par des princes rivaux. Mais c'est une créature de l'Empire romain. C'est quelqu'un qui parlait parfaitement le grec et le latin, et qui savait par cœur toutes les grandes théories philosophiques de l'époque. Alors, pour se défendre contre les Huns, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait appel aux Goths. Alors, là aussi, une tribu venue de l'Extrême-Orient, qui s'est très rapidement christianisée, ce qui lui avait eu une première expulsion, puisqu'elle faisait partie de l'élite impériale, puisqu'elle refusait, par l'arianisme, elle refusait l'égalité dans la Sainte Trinité. Donc, on a expulsé les Goths et on les a pris uniquement comme mercenaires. Et on s'est retrouvé tout d'un coup avec le dernier empereur de Rome, dont le meilleur général était Stylicon, un très riche Goth devenu citoyen romain et marié à Séréna, qui était une noble de l'élite de Rome, et qui défendait les frontières de l'Empire avec Alaric, qui lui était le roi des Goths. Simplement que l'empereur, tellement jaloux des succès de Stylicon, a commencé à ne pas payer Alaric, donc Stylicon n'avait plus les mercenaires à sa disposition, et ensuite il l'a gentiment fait décapiter parce qu'il était plus populaire que lui. Donc comme exemple de suicide organisé d'un État entier, ce n'était pas difficile, simplement que les Goths étaient des frères d'armes avant tout, donc la première vengeance d'Alaric va être de détruire Ravenne, la cour impériale, et de prendre Rome, et surtout de rapatrier le cadavre de Séréna pour l'enterrer avec celui de Stylicon à Milan. La technologie d'aujourd'hui, c'est ça. C'est quelque chose que nous avons pensé, que nous avons créé, qui nous échappe totalement. Donc, il faut simplement raison garder. L'Europe est le continent le plus autoflagellatoire possible. On a toujours su créer les armes pour se faire battre tout seul, tout au long de notre histoire, depuis l'Empire romain, à travers le Moyen-Âge, quand on n'était pas en train de se taper dessus, on essayait de faire de la Renaissance. Bon, donc le côté positif pour l'archéologue que je suis, c'est de voir en épisode accéléré, vraiment à vitesse 10 fois, voire 100 fois, la décadence complète de l'Empire romain qui se passe sous nos yeux. Donc l'Europe, paradoxalement, et c'est là la bonne nouvelle, a toujours su renaître plus forte de ses cendres, pour autant qu'elle réalise qu'elle est aujourd'hui en guerre, qu'elle est en train de la perdre, qu'elle va la perdre, et qu'on va pouvoir faire renaître là-dessus un nouveau concept, une nouvelle idée, des nouvelles élites et des nouvelles technologies. Maintenant, comme vous le voyez, on en est à la période de l'écran noir. Tout ce que vous mettez là-dessus, à moins d'être un spécialiste, est gentiment filtré, écouté, entassé par tout ce que les nouveaux Grecs d'aujourd'hui vous vendent à vous, Troyens, puisque tout est gratuit. Oh, la miraculosité du cadeau des Grecs gratuit. Pas pour rien qu'on appelle un Troyen, enfin un virus, un Troyen. Tout est gratuit. Mais évidemment, vous le nourrissez à force de donner. La donnée vaut plus que le Bitcoin qui vaut 1800 $. Non, pas de problème, c'est gratuit. On vous l'offre, c'est magnifique. Parce que comme la distribution des spectacles dans l'Antiquité, ça maintient l'homme dans sa végétation. Ça vous livre les résultats que vous voulez avoir, ça vous fait correspondre tout ce que vous voulez chercher, puisque de toute façon, aucun moteur de recherche ne dépasse les 10% de ce qui se trouve vraiment sur le net. Donc, encore une fois, des technologies qui ne nous appartiennent pas et qui nous dictent notre façon de penser, c'est un peu le nouvel opium des peuples, si on veut. Mais c'est un opium qui rend très sage. Donc on est gentiment colonisé économiquement, politiquement, et tout le reste. Y a-t-il des leçons là-dessus? Au niveau individuel, oui. Il y en a certainement beaucoup. La première à tirer, c'est de s'en adapter, de faire avec. On ne peut pas faire contre, on ne peut plus faire contre, selon nos modèles qui sont complètement dépassés, archaïques et gisants. On peut émigrer, c'est une bonne idée. Le nouvel empire romain, c'est-à-dire qu'à l'époque Byzance, maintenant il est de l'autre côté de l'Atlantique, où on paye en fonction du mérite et pas en fonction du poste, que certains chauffent depuis un peu trop longtemps, politiquement parlant.
Et on peut faire fortune avec de bonnes idées pour ensuite revenir chez nous. Ce que les Européens ont d'ailleurs fait après la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup de pays d'Europe sont venus dans des pays plus riches. Maintenant, il y en a les pays d'Europe centrale, dont les plus pauvres cherchent leur fortune dans les pays d'Europe occidentale. Mais la vache à lait, elle est terminée. J'entends. On va bientôt arriver à réduire notre espérance de vie, sauf pour les plus riches qui pourront bénéficier des services dont bénéficiait à l'époque l'empereur de l'Empire romain d'Occident. Donc, c'est par une note de joyeuse, optimiste, puisque l'Europe n'a jamais su briller autant qu'après s'être auto-détruite, que je terminerai cette très courte présentation. Les 1 sont déjà là, puisqu'on a déjà vu les attaques et ce qu'elles ont coûté aux entreprises françaises, et c'est des attaques lancées, non pas ciblées, c'est des attaques dans l'air, donc il fallait bien être vulnérable et bien avoir rien compris pour s'y être pris en plein la figure. Donc ça existe, ça il faudra lutter contre. Par contre, les vandales et les Goths, il ne faut pas en avoir peur, il faut simplement essayer de ne pas trop les provoquer et d'utiliser l'intelligence européenne, parce qu'on en a encore, on a beaucoup de talent, pour essayer d'être en compétition intelligente avec eux. Et pour cela, il faut se défendre numériquement, comme eux le savent le faire. Merci beaucoup.